16 décembre 1944. Si le général George Smith Patton n'avait pas passé un coup de téléphone, s'il n'avait pas prononcé 4 mots impossibles, les États-Unis auraient perdu leur plus grande bataille. Pas seulement perdu, détruit. 20 000 soldats américains encerclés, gelants, mourant dans la neige. L'armée allemande se rapprochant pour l'assaut final. Tous les experts militaires disaient que le sauvetage était impossible. Tous les généraux, sauf un. On l'appelait Vieux sang et tripes, un nom gagné au fil des années à mener depuis le front, chargeant au combat tandis que d'autres généraux commandaient depuis l'arrière. George Smith Patton était un homme qui portait des pistolets à poignée de nacre et menait personnellement les charges de chars. Un homme qui croyait que la guerre était la plus haute vocation de l'humanité. Un homme dont les discours profanes pouvaient faire pleurer de détermination des soldats endurcis. Et en ce jour glacial de décembre, Vieux sang et tripes étaient sur le point de faire une promesse qui sauverait une armée ou détruirait son héritage à jamais. Les enjeux ne pouvaient être plus élevés. Le temps ne pouvait être pire. Les chances ne pouvaient être plus minces. Voici ce qui s'est passé ensuite. La crise. La forêt des Ardennes. 16 décembre 1944. L'enfer éclata à l'aube. 250 000 soldats allemands défoncèrent le point le plus faible des lignes alliées à précisément 5h30 du matin. Le pari désespéré d'Hitler, opération Wacht am Rhein, le nom de code qui deviendrait synonyme de la dernière grande offensive allemande de la Seconde Guerre mondiale. Et l'armée des États-Unis, confiante après des mois d'avancées régulières à travers la France, tomba droit dans le piège. L'assaut allemand était massif au-delà de toute compréhension. 29 divisions, 2000 pièces d'artillerie, 1000 chars. Le haut commandement allemand avait dépouillé tous les autres fronts, misé tout sur une attaque surprise massive. Leur objectif ? Diviser les armées alliées, capturer le port vital d'Anvers, forcer les États-Unis et la Grande-Bretagne à négocier la paix. Hitler croyait qu'une victoire décisive pouvait encore changer l'issue de la guerre. En 24 heures, la situation passa de surprenante à critique. En 48 heures, elle devint catastrophique. Les divisions Panzer allemandes menées par des unités d'élite SS traversèrent les positions américaines comme un couteau dans du beurre. De jeunes soldats américains, beaucoup voyant le combat pour la première fois, se retrouvèrent face à des vétérans allemands aguerris qui avaient combattu sur le front de l'Est, le front le plus sanglant de l'histoire humaine. La 101e division aéroportée, parachutiste d'élite, le meilleur absolu que les États-Unis avaient à offrir, se retrouva complètement encerclée dans la ville belge de Bastogne. Ce n'étaient pas des soldats ordinaires. C'étaient les hommes qui avaient sauté en Normandie le 6 juin 1944, qui avaient combattu à travers l'opération Market Garden, qui avaient gagné leur réputation de combattants les plus coriaces de l'armée des États-Unis. 10 000 d'entre eux encerclés, coupés, seuls. Et avec eux, contrôlant les carrefours vitaux de Bastogne, se trouvaient des éléments de la 10e division blindée. Des équipages de chars sans carburant, de l'infanterie sans munitions, des médecins sans fournitures, tous piégés dans une ville médiévale qui allait devenir le morceau de terrain le plus disputé d'Europe occidentale. Le temps empirait tout. Un système massif de tempêtes hivernales s'était installé sur les Ardennes. Les blizzards clouaient au sol les avions alliés. Pas de soutien aérien, pas de largage de ravitaillement, pas de reconnaissance, pas d'évacuation des blessés. L'armée allemande avançait à travers la neige et le brouillard, invisible jusqu'à ce qu'elle ouvre le feu avec des mitrailleuses à bout portant. Les commandants des États-Unis regardaient leurs cartes avec une horreur croissante, alors que le saillant allemand s'enfonçait de plus en plus profondément en territoire allié. 64 km en 2 jours, 80 km, 96 km de pénétration dans ce qui avait été des zones arrières sécurisées. Des dépôts de ravitaillement capturés, des hôpitaux de campagne envahis, des bataillons entiers encerclés et forcés de se rendre. Les routes encombrées de réfugiés fuyant vers l'ouest, se mêlant aux unités américaines en retraite, créant un chaos que les Allemands exploitaient impitoyablement. Au quartier général suprême des forces expéditionnaires alliées à Versailles, en France, l'ambiance était funèbre. Le général Dwight David Eisenhower, commandant suprême de toutes les forces alliées en Europe, fixait la carte sur son mur. Des flèches rouges allemandes entouraient la position américaine bleue à Bastogne sur 3 côtés. Bientôt ce serait 4. Encerclement complet. Son chef d'état-major, le lieutenant-général Walter Bedell Smith, parla doucement. « Monsieur, si nous ne les atteignons pas dans 72 heures, ils devront se rendre ou être anéantis. Il manque déjà de munitions. Les fournitures médicales sont au niveau critique, et les blessés. » Il marqua une pause. « Monsieur, il pratique des amputations sans anesthésie. » Eisenhower connaissait les enjeux mieux que quiconque.
Bastogne n'était pas juste une autre ville. Elle contrôlait 7 carrefours routiers critiques. 7 routes rayonnant comme les rayons d'une roue. Des routes dont les Allemands avaient désespérément besoin pour leur avancée blindée. Sans Bastogne, les chars allemands devaient emprunter des chemins forestiers étroits et sinueux, lents, vulnérables. Perdre Bastogne au profit des Allemands, et soudain ils pouvaient se déplacer librement. Diviser les armées alliées en deux, conduire leurs panzers à Anvers, couper les approvisionnements transitant par les ports, forcer une paix négociée qui laisserait l'Allemagne d'Hitler intacte. Tout ce pourquoi les États-Unis et leurs alliés s'étaient battus depuis le 6 juin 1944. Les plages de Normandie, la libération de Paris, l'avancée jusqu'à la frontière allemande, tout cela pouvait être perdu. Tout cela dépendait d'une ville encerclée et de 10 000 hommes désespérés. Mais le secours semblait impossible. L'offensive allemande avait jeté tous les plans soigneusement établis dans le chaos complet. Des unités dispersées sur des centaines de kilomètres carrés, des lignes d'approvisionnement perturbées. Les commandants ne savaient pas où leurs propres troupes étaient positionnées, encore moins comment coordonner une opération de secours. Et Bastogne se trouvait à 96 km derrière les lignes ennemies, encerclée par 5 divisions allemandes à pleine puissance, avec d'autres affluant chaque heure. Les Britanniques voulaient battre en retraite, consolider les lignes défensives, céder du terrain pour gagner du temps. Le maréchal Bernard Law Montgomery, commandant le 21e groupe d'armée, suggéra de se replier vers des positions plus défendables le long de la Meuse. « Nous avons besoin de temps pour nous réorganiser », insista-t-il lors d'une réunion tendue avec Eisenhower. « Nous devons évaluer notre force, faire venir des renforts, coordonner correctement. Se précipiter en avant dans ces conditions serait de la folie. Il nous faudra peut-être des semaines, peut-être des mois pour monter une contre-offensive appropriée. » Mais les États-Unis n'avaient pas des semaines. Ces parachutistes à Bastogne avaient peut-être 4 jours de munitions s'ils rationnaient chaque cartouche soigneusement, 5 jours s'ils accomplissaient des miracles. Après cela, le choix était simple. Se rendre aux Allemands ou combattre jusqu'au dernier homme et mourir dans la neige. Eisenhower prit une décision qui définirait son leadership. Il convoqua une réunion d'urgence à Verdun, en France. 19 décembre 1944. Tous les commandants américains supérieurs reçurent l'ordre d'y assister. Les commandants britanniques, invités mais non obligés. Le sujet, contre-attaque immédiate. La question, qui pouvait faire l'impossible? Qui pouvait retourner une armée? Marcher à travers les conditions hivernales, percer les défenses allemandes et atteindre Bastogne avant que ces 10 000 parachutistes ne soient à court de balles. Eisenhower connaissait déjà la réponse. Il n'y avait qu'un seul général dans toute la structure de commandement allié, assez agressif, assez audacieux et franchement assez fou pour même tenter ce qu'il était sur le point de demander. Le général George Smith Patton, vieux sang et tripe lui-même. Mais même Patton pouvait-il accomplir un miracle aussi impossible? Les 4 prochains jours répondraient à cette question dans le sang et la neige. Le défi. La salle de conférence dans les casernes françaises à Verdun était glaciale. Le système de chauffage était tombé en panne et personne n'avait le temps de le réparer. Approprié puisqu'à l'extérieur la température était descendue à -9 degrés Celsius. À l'intérieur, 12 généraux se rassemblèrent autour d'une table de cartes couverte de calques en acétate montrant les positions des unités, leur souffle visible dans l'air froid, leurs lourds manteaux boutonnés serrés. C'étaient les hommes commandant la plus grande force militaire que les États-Unis avaient jamais assemblée en Europe. Des centaines de milliers de soldats, des milliers de chars, de pièces d'artillerie, d'avions. Une guerre industrielle à une échelle qui aurait été incompréhensible juste une génération plus tôt. Et ils étaient en train de perdre. Le général Dwight David Eisenhower ouvrit la réunion à 11 h du matin, 19 décembre 1944, avec une franchise caractéristique. Son accent du Kansas était sec, professionnel, mais tous dans la salle pouvaient entendre la tension sous-jacente. « Messieurs, la situation actuelle doit être considérée comme une opportunité pour nous, et non comme un désastre. Il n'y aura que des visages joyeux à cette table de conférence. C'était un ordre, pas une suggestion. » Eisenhower comprenait la psychologie. Laisser les généraux commencer à penser défensivement, commencer à croire en la défaite, et la guerre en Europe pouvait véritablement être perdue. Le général George Smith Patton sourit, un sourire authentique qui transforma son visage sévère. Tandis que d'autres commandants semblaient sombres, épuisés, inquiets, vieux sang et tripes semblaient énergisés, excités même. Ses yeux brillaient d'une émotion qui ressemblait presque à de la joie. C'était son genre de combat. Agressif, audacieux, désespéré. Le genre de bataille où la pensée conventionnelle signifiait la mort
et l'audace signifiait la victoire. Le genre de bataille pour laquelle George Smith Patton s'était entraîné toute sa vie. Eisenhower continua, pointant la carte avec une baguette en bois. « Je veux une contre-attaque. Pas le mois prochain, pas la semaine prochaine, pas demain, maintenant. Immédiatement. Nous devons secourir Bastogne avant que ces parachutistes ne soient à court de munitions et avant que les Allemands ne puissent consolider leur gain. » Il se détourna de la carte et regarda directement un homme. « George, que peut faire la 3e armée ?» Tous les regards dans la salle se tournèrent vers le général George Smith Patton, général commandant de la 3e armée des États-Unis. La 3e armée était positionnée à 144 km au sud de Bastogne, fortement engagée dans sa propre offensive, poussant vers la frontière allemande. Il gagnait, avançait, détruisait des unités allemandes et se préparait à entrer en Allemagne même. Se désengager de cette offensive, tourner de 90 degrés vers le nord, réorganiser toute la structure de commandement, coordonner avec des unités avec lesquelles il n'avait jamais travaillé auparavant, développer de nouvelles lignes d'approvisionnement à travers un territoire inconnu et attaquer à travers les pires conditions météorologiques hivernales depuis 50 ans. Cela nécessiterait de déplacer près d'1/4 de million d'hommes, des milliers de véhicules, de réorganiser le soutien d'artillerie, de coordonner le soutien aérien si le temps se dégageait, d'établir de nouveaux réseaux de communication. La théorie militaire enseignée dans toutes les écoles de guerre disait qu'une telle manœuvre nécessitait 2 semaines au minimum, 3 semaines pour le faire correctement, en toute sécurité, avec un risque acceptable, 4 semaines si vous vouliez bien le faire. La salle attendit. 12 généraux, leur attention entièrement concentrée sur vieux sang et tripes. Hésiterait-il? Demanderait-il du temps? Ferait-il la chose sensée et expliquerait-il pourquoi cela ne pouvait être précipité? George Smith Patton étudia la carte pendant exactement 10 secondes. Ses yeux tracèrent les routes depuis ses positions actuelles jusqu'à Bastogne, calculèrent les distances, évaluèrent le terrain, considérèrent les forces allemandes sur son chemin. Puis il leva les yeux et prononça 4 mots qui résonneraient à travers l'histoire militaire. « Je mise ma carrière ». La salle devint silencieuse, absolument silencieuse. On aurait pu entendre une épingle tomber sur le sol en béton. Puis vieux sang et tripes continua. Le 22 décembre, la 4e division blindée attaque vers le nord en direction de Bastogne. Je mise ma carrière là-dessus. Un général, un officier prudent et méthodique qui n'avait jamais aimé le style agressif de Patton, rit nerveusement. « George, soyez sérieux, c'est dans 72 heures. Vous êtes fortement engagé sur votre front actuel, avec 3 divisions allemandes. Vous devriez désengager 6 divisions d'un combat actif, les faire pivoter de 90 degrés vers le nord, réorganiser toute votre structure de commandement, coordonner 3 routes d'attaque différentes à travers un territoire dans lequel vous n'avez jamais combattu, tout cela dans les pires conditions météorologiques de la guerre. Vous attaqueriez à travers la neige, à travers les forêts, contre des troupes allemandes qui savent que vous arrivez et qui se battront comme des diables pour vous arrêter. » Il marqua une pause. « George, c'est impossible. Littéralement impossible. » George Smith Patton croisa son regard avec une expression de confiance absolue. « J'ai déjà fait la planification. 3 divisions initialement, 3 routes d'attaque parallèles, assaut simultané pour diviser les défenses allemandes. 4e division blindée au centre vers Bastogne. 26e division d'infanterie sur le flanc gauche. 80e division d'infanterie sur le flanc droit. Nous atteindrons Bastogne dans 72 heures, briserons le siège, puis détruirons chaque unité allemande dans le saillant. » Un autre commandant, plus sympathique mais toujours sceptique, secoua lentement la tête. « George, j'admire votre confiance, mais la logistique seule est stupéfiante. Déplacer autant d'hommes, autant de véhicules, coordonner les approvisionnements en munitions, en carburant, en nourriture, en soutien médical. Comment pouvez-vous possiblement organiser tout cela en 3 jours ?» Vieux sang et tripes sourit. Pas un sourire amical, un sourire de prédateur. Parce que je l'ai déjà fait. Quand j'ai vu cette offensive allemande se développer il y a 3 jours, je savais exactement ce qui serait nécessaire. J'ai fait préparer par mon état-major 3 plans d'urgence pour exactement ce scénario. Mes ordres sont déjà rédigés. Mes commandants de division ont déjà leurs instructions préliminaires. Mes officiers de ravitaillement repositionnent déjà le carburant et les munitions. Donnez-moi l'ordre, maintenant. Et la 3e armée se met en mouvement ce soir. Pas demain soir. Ce soir. La salle explosa. Des généraux parlant les uns par-dessus les autres. Certains excités, certains sceptiques, certains inquiets que la confiance agressive de Patton ne mène au désastre. Eisenhower leva la main pour demander le silence. Quand il parla, sa voix portait le poids du commandement suprême. « George, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose.
Il ne s'agit pas seulement de sauver 10 000 parachutistes, bien que Dieu sait que c'est assez important. Si vous échouez, si Bastogne tombe, les Allemands gagnent des carrefours routiers critiques. Leur offensive continue. Ils pourraient effectivement atteindre la Meuse. Ils pourraient diviser nos armées. Cela pourrait devenir un autre Dunkerque. Sauf que cette fois, il n'y a pas d'évacuation. Cette fois, si nous perdons tout ce que nous avons gagné depuis le jour J. Il marqua une pause, s'assurant que chaque mot s'enregistrait. Si vous échouez, ces parachutistes meurent. Tous. 10 000 de nos meilleurs soldats gelés ou morts dans la neige. Et si Bastogne tombe, toute la position alliée en Europe pourrait s'effondrer. Les Allemands auraient une marge de manœuvre, le temps de se réorganiser. Peut-être assez de temps pour déplacer des réserves du front de l'Est. Hitler pourrait effectivement réussir à diviser les alliés occidentaux de l'Union soviétique. George Smith Patton se leva de la table de cartes. À 1,80 m, il n'était pas particulièrement grand, mais sa présence dominait la salle. Sa mâchoire était serrée, ses yeux étaient féroces. Quand il parla, chaque syllabe portait une conviction absolue. « Ike, je ne prévois pas d'échouer. L'échec n'est pas dans mon vocabulaire. Je ne suis pas venu en Europe pour perdre des batailles. C'est pour cela que la 3e armée a été construite. C'est pour cela que j'ai entraîné mes hommes. C'est pour cela que je suis né. » Il tapota la carte où Bastogne était marquée d'un cercle bleu entouré de positions allemandes rouges. « Nous percerons tout ce que les Allemands mettront devant nous. Nous foncerons vers le nord comme une lance à travers leurs flancs. Nous atteindrons Bastogne dans 72 heures, et ensuite nous détruirons chaque division allemande qui a été assez stupide pour attaquer l'armée des États-Unis. » Le général Omar Nelson Bradley, supérieur immédiat de Patton et commandant du 12e groupe d'armée, parla prudemment. Bradley et Patton avaient une relation compliquée, du respect mêlé de désaccords fréquents sur les tactiques et le style. « George, même si vous vous désengagez avec succès de votre offensive actuelle, même si vous vous réorganisez et vous déplacez vers le nord sans que les Allemands ne vous prennent en transition, vous attaquerez toujours à travers les Ardennes en hiver. Des routes limitées à travers de lourdes forêts, de la neige profonde, de la glace, des traversées de rivières. Et les Allemands se battront pour leur vie, parce qu'ils savent que si vous atteignez Bastogne, toute leur offensive échoue. Ils vous lanceront tout, tout. Êtes-vous absolument certain de ce calendrier ? Vieux Sang et Tripp fit le tour de la table jusqu'à ce qu'ils se tiennent directement devant Bradley. Brad, j'ai combattu les Allemands en Afrique du Nord. Je les ai combattus en Sicile. Je les ai combattus à travers la France. Je sais comment ils pensent. Je sais comment ils se battent et je sais qu'ils ne peuvent pas m'arrêter. Pas en 72 heures, pas en 72 jours. Donnez-moi l'ordre et je vous montrerai ce qui se passe quand vous libérez la 3e armée des États-Unis. Il se tourna pour faire face à toute la salle. « Messieurs, je serai à Bastogne pour le dîner de Noël. Ma seule question est de savoir si la 101e aura quelque chose à servir. » Il marqua une pause pour les faits. « Donnez-moi l'ordre, et je vous montrerai ce que Vieux Sang et Tripp peut faire quand quelqu'un le laisse enfin sortir de sa laisse. » Eisenhower regarda son commandant suprême des forces terrestres, son général le plus agressif, l'homme dont le génie militaire n'avait d'égal que sa capacité à créer la controverse. Il prit sa décision. « Faites-le. Exécutez immédiatement. Vous avez pleine autorité pour vous désengager de vos opérations actuelles et attaquer vers le nord. Vous coordonnerez avec la 1re armée sur votre flanc gauche et avec les forces britanniques si nécessaire. Vous aurez la priorité pour tout soutien aérien si le temps se dégage. » « Vous aurez, » George Smith Patton interrompit. « Ike, je n'ai pas besoin de coordination avec les forces britanniques. Elles se déplacent trop lentement. Je coordonnerai avec la 1re armée parce que je le dois, mais mon axe d'attaque sera indépendant. La 3e armée se bat comme la 3e armée se bat, vite, agressivement et sans s'arrêter jusqu'à ce que nous gagnions. » Eisenhower hocha la tête. Il ne s'attendait à rien de moins. « Atteignez juste Bastogne, George. Atteignez ces parachutistes avant qu'ils ne soient forcés de se rendre. » Vieux Sang et Tripp sourit. Pas le sourire du prédateur cette fois, quelque chose de différent, quelque chose qui aurait pu être une émotion authentique. « Ike, ces parachutistes ont tenu contre 5 divisions allemandes pendant 3 jours déjà. Ce sont les bâtards les plus coriaces de notre armée. Ils n'ont pas besoin d'être sauvés. Ils ont besoin de munitions et de soutien pour pouvoir continuer à tuer des Allemands. C'est ce que je leur apporte. » Il marcha vers la porte, puis s'arrêta et regarda en arrière. « Et Ike, Dieu ferait mieux d'être avec les Allemands, parce qu'ils sont sur le point de rencontrer Vieux Sang et Tripp, et je ne prévois pas de faire preuve de miséricorde. » La porte se ferma. Le général George Smith Patton était parti.
déjà mentalement en train de commander sa troisième armée, déjà voyant la bataille dans son esprit, déjà planifiant les détails d'une opération qui sauverait une armée ou détruirait sa carrière légendaire. Mais pouvait-il vraiment y arriver? Un être humain pouvait-il déplacer un quart de million d'hommes de 90 degrés en 72 heures? Une armée pouvait-elle attaquer à travers les conditions hivernales, percer les défenses allemandes préparées et atteindre une garnison encerclée avant qu'elle ne soit envahie? Les 72 prochaines heures répondraient à ces questions avec des balles et du sang et des corps gelés dans la neige. 19 décembre 1944, 16h45. Le général George Smith Patton retourna à son quartier général de la 3e armée au Luxembourg et prononça un mot à son chef d'état-major. Exécuté. Ce qui se passa ensuite reste l'une des manœuvres militaires les plus remarquables de toute l'histoire de la guerre. Une opération que les analystes militaires modernes étudient encore avec un mélange de crainte et d'incrédulité. Une opération qui, selon tous les standards conventionnels, aurait dû être impossible. Une opération que seul vieux sang et tripes auraient pu concevoir et exécuter. En 6 heures, 6 divisions de la 3e armée des États-Unis, plus de 130 000 hommes, commencèrent simultanément à se désengager des opérations de combat actives. Pas en retraite, ce qui aurait été assez dangereux. Se désengageant tout en maintenant la pression sur l'ennemi, ce qui nécessitait un niveau de coordination et de compétences entièrement différent. Chaque division devait s'extraire des combats actifs sans donner aux Allemands une opportunité de contre-attaquer ou de poursuivre. Devait réorganiser sa structure interne des opérations offensives au mouvement. Devait recevoir de nouveaux ordres, de nouvelles cartes, de nouveaux objectifs. Devait changer de direction de 90 degrés et commencer à se déplacer vers le nord à travers un territoire inconnu. Tout simultanément, tout dans l'obscurité, tout par un temps glacial avec de la neige réduisant la visibilité à quelques mètres. La 4e division blindée, commandée par le général de division Hugues-Joseph Gaffy, ouvrait la voie. C'était l'affaire de lance de Patton, sa division favorite, l'unité en laquelle il avait confiance pour percer n'importe quelle ligne défensive. 10 000 hommes, 300 chars Sherman, 200 Half-Track, artillerie, ingénieurs, unités de soutien. Ils commencèrent à se déplacer à minuit le 20 décembre 1944. Les moteurs des chars rugirent dans l'obscurité glaciale. Les équipages qui dormaient dans leurs véhicules pour se réchauffer se précipitèrent au poste de combat. Les commandants de chars reçurent les coordonnées de position à 90 miles au nord. Des coordonnées qui menaient directement en territoire tenu par les Allemands. Des coordonnées qui signifiaient que le combat arriverait bientôt. Derrière eux venait la 26e division d'infanterie, la division Yankee de Nouvelle-Angleterre. 14 000 fantassins qui se battaient sans interruption depuis des semaines. Des hommes épuisés qui avaient mérité leur repos. Au lieu de cela, ils reçurent de nouveaux ordres. Marcher vers le nord, attaquer, sauver les parachutistes. Et derrière eux, la 80e division d'infanterie, la division Blue Ridge de Pennsylvanie, Virginie et Virginie occidentale. Des montagnards qui savaient se battre sur terrain difficile, qui comprenaient le temps froid et les conditions difficiles. Ils attaqueraient sur le flanc droit, protégeant l'avancée de la 3e armée d'une contre-attaque allemande. 133 000 hommes, 11 000 véhicules, 20 000 tonnes de ravitaillement, tous se déplaçant vers le nord simultanément. Le plus grand pivot militaire rapide de l'histoire de la guerre moderne. Mais déplacer les hommes n'était qu'une partie du défi. George Smith Patton devait coordonner les approvisionnements en carburant pour des milliers de véhicules, chacun consommant de l'essence à des taux effrayants. Devait organiser les approvisionnements en munitions, des millions de cartouches pour fusils, mitrailleuses, mortiers, artillerie. Devait organiser la nourriture, les fournitures médicales, les pièces de rechange pour véhicules, les batteries radio, tout ce dont une armée a besoin pour fonctionner. Et il devait faire tout cela pendant que les Allemands essayaient activement de l'arrêter. Old Blood and Guts dirigeait l'opération personnellement, alors que d'autres généraux commandaient depuis des quartiers généraux chauffés, examinant des rapports et prenant des décisions basées sur les communications radio. George Smith Patton était sur les routes. Dans sa Jeep, conduit par son aide de longue date, Patton apparaissait au carrefour dirigeant la circulation, au poste de commandement de division exigeant un mouvement plus rapide, au passage de rivières où les ingénieurs luttaient pour construire des ponts capables de supporter des chars Sherman. Ses pistolets à crosse nacrée brillaient à ses hanches. Son visage, tanné et sévère, était figé dans une expression de détermination absolue. Les soldats qui le virent cette nuit-là ne l'oublièrent jamais. Old Blood and Guts lui-même, poussant son armée vers le nord,
refusant d'accepter toute excuse pour un retard. « Avancez !» cria-t-il à une colonne de chars qui s'était arrêtée à cause de problèmes mécaniques. « Je me fiche que vous deviez pousser ces foutus chars à main nue. Nous allons vers le nord. Nous atteignons Bastogne. Pas d'excuses. » Un jeune lieutenant luttant pour coordonner le mouvement de sa compagnie dans l'obscurité et la neige entendit une voix derrière lui. « Lieutenant, quel est le problème ?» Il se retourna et se retrouva face au général George Smith Patton lui-même. Le lieutenant bégaya. « Monsieur, nous attendons des ordres sur quelle route prendre. Il y a confusion au sujet de... »« Prenez la fourche de gauche, » interrompit Patton. « C'est plus long, mais la surface de la route est meilleure. Vous gagnerez du temps maintenant. Bougez avant que je vous fasse diriger depuis une jeep au lieu de commander depuis une. » Le lieutenant bougea. Tout au long de cette nuit, et jusqu'au 20 décembre, Patton était partout où son armée avait besoin de lui, résolvant les problèmes, prenant des décisions instantanées, poussant ses commandants à se déplacer plus vite, à conduire plus dur, à n'accepter aucun retard. Le 20 décembre apporta un temps pire, si cela était même possible. Les températures descendirent en dessous de 0 Fahrenheit. La neige tombait continuellement. Une neige lourde et humide qui rendait chaque route traîtresse. Les véhicules dérapaient dans les fossés et devaient être récupérés par des dépanneuses de chars. Les chenilles des chars gelaient et devaient être brisées avec des marteaux. Les hommes développaient des engelures en quelques heures d'exposition, leurs doigts gelant sur les canons métalliques des armes, leurs visages développant les taches blanches qui signifiaient des lésions tissulaires. Et pourtant, Old Blood and Guts les poussait en avant. « Continuez à avancer », transmit-il par radio à ses commandants de division. « Les hommes à Bastogne ont plus froid que vous. Ils manquent de munitions pendant que vous conduisez. Ils pratiquent des amputations sans anesthésie pendant que vous vous plaignez de moteurs gelés. Avancez. Je ne veux pas entendre parler de problèmes. Je veux entendre parler de solutions. » Le 21 décembre, les services de renseignement allemands avaient réalisé ce qui se passait. Leur reconnaissance aérienne, volant entre les nuages d'orage, photographia le mouvement américain massif. Leurs unités d'interception radio décodèrent suffisamment de communication pour comprendre l'ampleur. Une armée américaine entière, 6 divisions, tournait vers le nord, se dirigeant directement vers le saillant, se dirigeant vers Bastogne. Un officier allemand capturé. Interrogé après la bataille, admis plus tard, « Quand nous avons appris que Patton avait tourné toute son armée vers le nord en 72 heures, Quand nous avons compris ce qu'il avait accompli, nous savions que la bataille était déjà perdue. Ce n'était pas possible selon aucune norme militaire. Nous comprenions. Aucun autre général n'aurait pu faire cela. Rommel peut-être, mais Rommel était mort. Montgomery aurait eu besoin d'1 mois. Bradley aurait eu besoin de 2 semaines. Seul Patton pouvait faire cela. Seul Old Blood and Guts tenterait même cela. Le haut commandement allemand repositionna frénétiquement des forces pour bloquer l'avancée de la 3e armée. Il comprenait parfaitement les enjeux. Si George Smith Patton atteignait Bastogne, s'il brisait le siège, toute l'offensive allemande s'effondrerait. Le renflement dans les lignes alliées deviendrait un piège avec les forces allemandes prises entre la 3e armée de Patton, attaquant du sud, et d'autres forces alliées pressant du nord et de l'ouest. Ils jetèrent tout pour l'arrêter, tout ce qu'il leur restait. Les combats qui commencèrent le 21 décembre 1944 furent parmi les plus vicieux de toute la campagne d'Europe occidentale. La 26e division d'infanterie frappa la ligne défensive allemande à la ville d'Arlon, dans le sud de la Belgique. Les troupes SS avaient fortifié chaque bâtiment. Des nids de mitrailleuses couvraient chaque approche. L'artillerie était pointée sur chaque route. Des canons anti-chars positionnés pour détruire tout Sherman qui se montrerait. L'infanterie américaine attaquait à travers une neige jusqu'à la taille. De jeunes hommes du Massachusetts, du Connecticut et du Vermont, chargeant à travers des champs ouverts vers les positions ennemies, subissant des pertes à chaque mètre. Le tir de mitrailleuses traversait leurs rangs. Les obus d'artillerie explosaient au milieu d'eux. Les obus de mortier tombaient du ciel comme une pluie mortelle. Ils avançaient quand même parce qu'Old Blood and Guts leur avait donné des ordres. Et vous n'échouiez pas face à George Smith Patton. La 80e division d'infanterie s'écrasa contre les positions allemandes à la ville de Mersch, au Luxembourg. Un régiment de parachutistes allemands, troupes d'élite, vétérans de Crète et du front de l'Est, défendait chaque maison, chaque coin de rue, chaque carrefour. Ils savaient que Patton arrivait. Ils savaient ce que cela signifiait. Ils se battirent avec le courage désespéré d'hommes qui comprenaient qu'ils retardaient l'inévitable, mais pourraient gagner assez de temps pour leurs camarades ailleurs. Ils se battirent jusqu'au dernier homme. La 80e division les détruisit systématiquement, maison par maison, pièce par pièce, et continua à avancer vers le nord. La 4e division blindée, fer de lance de toute l'avancée,
s'écrasa contre la 5e division de parachutistes allemands au sud de Bastogne. Des batailles de chars dans des conditions de blizzard. Visibilité de 50 mètres au mieux. Des chars Sherman tirant à l'aveugle dans la neige, touchant des Panthers et des Tigers allemands au son seul, au rugissement de leurs moteurs, aux éclairs de bouche à peine visibles à travers le rideau blanc. Les commandants de chars se battaient enfermés dans leur cercueil d'acier, incapables de voir, comptant sur leurs conducteurs et artilleurs pour trouver des cibles. Des canons anti-chars allemands apparaissaient de nulle part, tiraient une fois, détruisaient un Sherman, puis disparaissaient de nouveau dans la neige. Des chasseurs de chars américains les traquaient comme des prédateurs, cherchant l'éclair de bouche révélateur qui trahissait les positions ennemies. Des hommes mouraient dans des chars en flammes. Les équipages s'éjectaient de véhicules désactivés seulement pour mourir de froid avant de pouvoir atteindre les postes de secours. Des soldats blessés avec des membres manquants se vidaient de leur sang dans la neige parce que les médecins ne pouvaient pas les atteindre assez vite. Et pourtant, la 4e division blindée continuait d'avancer. George Smith Patton recevait des mises à jour horaires à son quartier général, suivant la progression de sa division sur des calques acétates sur son tableau de cartes. Des marques au crayon rouge montrant les positions allemandes. Des flèches bleues montrant les avancées américaines mesurées en mètres et en miles, en pertes et en véhicules détruits, en temps qui s'écoulait pour les hommes à Bastogne. Chaque fois que l'avancée ralentissait, chaque fois qu'une division signalait une forte résistance ou demandait la permission de faire une pause et de se réorganiser, Patton était immédiatement à la radio. Sa voix était dure, exigeante, ne permettant aucune excuse. « Continuez à attaquer, ne vous arrêtez pas, ne ralentissez pas. Les parachutistes à Bastogne comptent chaque minute. Chaque heure que nous retardons, plus d'entre eux meurent. Chaque heure que nous nous arrêtons, plus d'Allemands renforcent les positions devant nous. Avancez, attaquez de nuit s'il le faut, attaquez à l'aveugle s'il le faut, mais attaquez. » Ces commandants de division, vétérans endurcis qui avaient combattu à travers l'Afrique du Nord, la Sicile et la France, obéissaient. Parce qu'ils savaient qu'All Blood and Guts avait raison. Parce qu'ils avaient appris que les instincts agressifs de Patton gagnaient les batailles. Parce qu'ils lui faisaient confiance pour les mener à la victoire, peu importe à quel point les chances semblaient impossibles. À l'intérieur de Bastogne, complètement inconscient que George Smith Patton se précipitait vers eux avec 3 divisions, la situation devenait plus désespérée d'heure en heure. La 101e division aéroportée, commandée par le général de brigade Anthony Clément McAuliffe, repoussait des attaques allemandes continues de toutes les directions. Ils avaient des munitions pour peut-être encore 1 jour de combat intense, 2 jours s'ils rationnaient chaque balle soigneusement et acceptaient que certaines positions devraient peut-être se battre au corps à corps quand ils seraient à court. Les fournitures médicales étaient complètement épuisées. Les médecins pratiquaient la chirurgie avec les instruments qu'ils pouvaient stériliser. La morphine était épuisée, utilisée il y a des jours. Les blessés gisaient dans des caves glaciales de bâtiments endommagés, espérant que l'aide arriverait avant que la gangrène ne s'installe, avant qu'ils ne meurent de froid, avant qu'ils n'abandonnent simplement et ne meurent. La nourriture était presque épuisée. Les soldats étaient à 1/4 de ration. L'eau provenait de neige fondue, contaminée par des débris et du sang, mais buvable si vous étiez assez désespéré. Le froid tuait des hommes aussi sûrement que les balles allemandes. Les engelures faisaient des centaines de victimes. Les pieds gelaient solidement à l'intérieur des bottes. Les doigts devenaient noirs et inutiles. Les soldats blessés, incapables de bouger, mouraient simplement de froid, gisant là où ils étaient tombés. Le 22 décembre 1944, les Allemands envoyèrent une demande de reddition formelle sous drapeau blanc. 4 officiers allemands s'approchèrent des lignes américaines, portant un message dactylographié adressé aux commandants des forces américaines encerclées. Le message était clair. Vous êtes encerclés. Vous êtes en infériorité numérique. Vous n'avez aucun espoir de secours. Rendez-vous maintenant avec honneur et nous garantirons la vie de vos hommes. Refusez et nous vous détruirons complètement. Le message fut remis au général Anthony Clément McAuliffe. Il le lut une fois, regarda ses officiers d'état-major et prononça un mot qui deviendrait légendaire. Nuts. Ses officiers d'état-major le fixèrent. « Monsieur, que devrions-nous écrire comme réponse formelle ?» McAuliffe parut confus. « Qu'est-ce qui ne va pas avec Nuts? C'est ce que j'ai dit, n'est-ce pas ?» Ils tapèrent sa réponse au commandant allemand. Nuts, le commandant américain. Les officiers allemands, lorsqu'ils reçurent cette réponse à travers les lignes, furent déconcertés. Leur anglais n'était pas assez bon pour comprendre l'expression familière. Un officier américain expliqua serviablement. « Cela signifie « Allez au diable », et si vous attaquez à nouveau, nous tuerons chacun d'entre vous. » Les Allemands comprirent le message.
La bataille continua ce même jour, le 22 décembre 1944. Exactement comme le général George Smith Patton l'avait promis 72 heures plus tôt, La 3e armée des États-Unis lança son assaut principal vers Bastogne. 3 divisions, 3 axes d'attaque séparés, pression simultanée contre chaque position défensive allemande entre la 3e armée et les parachutistes encerclés. C'est pourquoi ils l'appelaient Old Blood and Guts. C'est pourquoi les soldats le suivaient en enfer même. Alors que d'autres généraux calculaient les risques et demandaient plus de temps, George Smith Patton attaquait, toujours en avant, toujours agressif, aucun retard, aucune excuse, aucun arrêt jusqu'à ce que la victoire soit atteinte. La 4e division blindée, commandée par le général de division Hugh Joseph Gaffey, mais avec Patton lui respirant constamment dans le cou, fonça droit au centre. Leur objectif, Bastogne, à 11 miles. 11 miles à travers un territoire tenu par les Allemands. 11 miles qui auraient aussi bien pu être 1000. le commandement de combat B de la 4e division blindée, dirigé par le lieutenant-colonel Creighton Williams Abrams, l'homme qui commanderait plus tard les forces américaines au Vietnam, fer de lance de l'attaque. Abrams était une légende à part entière. Un commandant de chars qui dirigeait depuis le front, dont la colonne de Sherman avait percé plus de lignes défensives allemandes que toute autre unité de la 3e armée. Si quelqu'un pouvait atteindre Bastogne, c'était Creighton Abrams et ses équipages de chars. Ils attaquèrent à travers le village de Chaumont, défendu par l'infanterie allemande soutenue par des canons anti-chars. Les combats furent brutaux. À courte portée, des bâtiments explosant alors que les obus de chars perçaient les murs. L'infanterie américaine suivait les chars, nettoyant chaque maison, tuant ou capturant les soldats allemands qui se battaient depuis les caves et les greniers. Ils attaquèrent à travers Remy-Champagne, où des chars allemands étaient enterrés, coque en bas, presque invisibles dans la neige. Des chasseurs de chars américains se battirent en duel avec des panthères allemands à 200 mètres. Les deux camps tirant jusqu'à ce que l'un explose ou se retire. Les pertes américaines furent lourdes. Ils avancèrent quand même. Le 23 décembre 1944, le temps se dégagea enfin. Le système de tempête qui avait cloué au sol les avions alliés pendant une semaine se déplaça vers l'est. Pour la première fois depuis le début de l'offensive allemande, la puissance aérienne alliée pouvait être mise en œuvre. Le ciel se remplit d'avions, des centaines d'entre eux. Des avions de transport C-47 volant au-dessus de Bastogne, larguant des ravitaillements par parachute, munitions, fournitures médicales, nourriture, couverture. Les parachutistes en dessous acclamèrent alors que les conteneurs de ravitaillement flottaient du ciel, alors que les avions américains prouvaient qu'ils n'étaient pas oubliés, pas abandonnés. Des chasseurs bombardiers attaquèrent les positions allemandes dans tout le saillant. Des P-47 Thunderbolts plongeant du ciel, roquettes et bombes oblitérant les chars allemands, les positions d'artillerie, les colonnes de ravitaillement. L'avancée allemande, déjà au point mort, s'arrêta complètement. Et la 3e armée de George Smith Patton continua sa poussée implacable vers le nord. Le 24 décembre, veille de Noël, la 4e division blindée était à 5 miles de Bastogne. 5 miles et une éternité. La résistance allemande s'était renforcée jusqu'au point de désespoir. Ils savaient que si Bastogne était secourue, la guerre était finie. Pas seulement cette bataille, la guerre entière. L'Allemagne n'aurait plus rien pour arrêter l'avancée alliée. Ils se battirent avec tout ce qu'ils avaient. Chaque soldat disponible, chaque char restant, chaque canon anti-char, mitrailleuse, fusil. Ils minèrent les routes, démolirent les ponts, détruisirent chaque couverture qui pourrait abriter les troupes américaines. Les combats de la veille de Noël furent les pires encore. Le commandement de combat B attaqua le village d'Assenois, à 4 miles de Bastogne. Les Allemands en avaient fait une forteresse. Chaque bâtiment fortifié, chaque champ pointé par l'artillerie, un terrain de mise à mort conçu pour arrêter les chars. Le lieutenant-colonel Creighton Abrams ne ralentit pas. Il ordonna à sa compagnie de têtes de chars Sherman d'attaquer à pleine vitesse. Ne s'arrêtant pas pour se battre, juste fonçant à travers le feu ennemi vers Bastogne. « Allez vite !» transmit-il par radio. « Ne vous arrêtez pour rien, percez jusqu'aux parachutistes. » Le char de tête, commandé par le lieutenant Charles Bogues, rugit en avant à vitesse maximale. Mitrailleuse tirant, canon principal tirant, écrasant les obstacles, passant à toute vitesse devant les positions allemandes qui ne pouvaient pas pointer leurs canons assez vite pour toucher un char en mouvement rapide. Derrière le lieutenant Bogues venait plus de Sherman. Une colonne de blindés et d'infanterie, se battant à travers Assenois dans un brutal combat maison par maison, laissant le village en flammes derrière eux, se précipitant vers Bastogne. Le 26 décembre 1944, 16h45 de l'après-midi. Le lieutenant-colonel Creighton Williams Abrams se tenait dans la tourelle de son char Sherman. Son visage était noir de brûlures de poudre et d'engelures. Ses yeux étaient rouges d'épuisement.
Il était resté éveillé pendant 3 jours d'affilée, coordonnant l'avancée de sa colonne, dirigeant depuis le front, exactement comme Old Blood and Guts le lui avait appris. Devant, à travers la neige qui tombait à nouveau, À travers la fumée des véhicules en feu, à travers la brume de la bataille, il pouvait voir quelque chose. Des bâtiments, la périphérie de Bastogne, et devant ces bâtiments, creusés dans des positions défensives, des troupes américaines, casques, armes, le camouflage distinctif des parachutistes américains. Abrams sentit des larmes geler instantanément sur son visage. Il l'avait fait. Contre toute attente, contre le temps lui-même, contre l'armée allemande, contre l'hiver et la neige et la mort, il l'avait fait. La radio crépita dans ses écouteurs. « Ici Red Able. Nous avons un contact visuel avec des forces amies. Je répète, contact visuel avec les défenseurs de Bastogne. » À 16h50 de l'après-midi le 26 décembre 1944, les éléments de tête de la 4e division blindée établirent un contact physique avec la 101e division aéroportée. Un char Sherman s'arrêta près d'un trou de combat où se tenait un parachutiste sale et épuisé avec un fusil. Le commandant du char, sa voix tremblante, dit « Nous sommes de la 3e armée. Nous sommes ici pour vous sortir. » Le parachutiste leva les yeux vers lui, sourit à travers des lèvres craquelées et saignantes et dit « Nous sortir, bon sang. Nous vous attendions pour avoir quelqu'un avec qui partager tous ces Allemands morts. » Le siège de Bastogne était brisé. 10 000 parachutistes encerclés avaient soudain des munitions, des fournitures médicales, des renforts, de la nourriture et, plus important encore, de l'espoir. 15 minutes après que les chars de Creighton Abrams eurent établi le contact avec la 101e division aéroportée, le téléphone sonna au quartier général de la 3e armée au Luxembourg. Le général George Smith Patton étudiait sa carte, planifiant déjà la phase suivante. Le soulagement de Bastogne n'était pas la fin, ce n'était que le début. Maintenant, il devait détruire les forces allemandes dans le saillant, écraser complètement l'offensive, transformer l'attaque d'Hitler en un désastre qui briserait la capacité de l'Allemagne à continuer la guerre. Son chef d'état-major répondit au téléphone, écouta, puis le tendit à Patton. « Monsieur, c'est le général Eisenhower. » Old Blood and Guts prit le récepteur. Patton à l'appareil. La voix à l'autre bout était celle du général Dwight David Eisenhower, commandant suprême des forces expéditionnaires alliées. L'homme qui commandait des millions de soldats, qui coordonnait avec Churchill et Roosevelt, qui portait la responsabilité ultime de la victoire ou de la défaite en Europe occidentale. « George, » dit Eisenhower, sa voix épaisse d'émotion. « Je viens de recevoir un message de la 1re armée. Votre 4e division blindée a atteint Bastogne à 16h50, 72 heures. Exactement comme vous l'aviez promis. » George Smith Patton se permit un moment de satisfaction. Juste un moment, Ike. Je vous ai dit que la 3e armée le ferait. Je vous ai dit que ces parachutistes ne seraient pas abandonnés. Nous n'avons pas fini cependant, pas du tout. Maintenant, nous détruisons les unités allemandes qui ont créé ce renflement. Maintenant, nous leur montrons ce qui arrive quand ils défient les États-Unis d'Amérique. Il y eut une pause sur la ligne. Eisenhower se ressaisissait. Quand il parla à nouveau, sa voix tremblait légèrement. « George, je dois te dire quelque chose. Il y a 4 jours, lorsque nous nous sommes rencontrés à Verdun, chaque expert présent dans cette salle m'a dit que tu ne pouvais pas faire cela. Ils ont dit que c'était impossible, suicidaire. Ils voulaient attendre, planifier pendant des semaines pour préparer une offensive méthodique. Tu as regardé cette carte, tu m'as regardé, et tu as prononcé 4 mots que je n'oublierai jamais. » Patton a attendu. Il savait ce qui allait arriver. Je mise ma carrière. Eisenhower a cité 4 mots. 4 mots qui signifiaient que tu étais prêt à tout risquer, ta réputation, ton commandement, ton héritage, sur une promesse qu'aucun autre général ne ferait. 4 mots qui ont sauvé 10 000 vies. 4 mots qui ont peut-être sauvé toute cette guerre. La voix d'Eisenhower s'est légèrement brisée. Le personnel du quartier général du SHAEF a rapporté plus tard que des larmes coulaient sur le visage du commandant suprême alors qu'il passait cet appel. Des larmes de soulagement. Des larmes pour les vies sauvées. Des larmes pour ce que George Smith Patton avait accompli. George Smith Patton, a continué Eisenhower, utilisant délibérément le nom complet de son subordonné. Espèce de magnifique salaud. Merci. Merci d'avoir été agressif quand la prudence aurait été plus sûre. Merci d'avoir fait confiance à ton instinct quand les experts disaient que tu avais tort. Merci d'avoir remué ciel et terre pour sauver ces parachutistes. Merci d'être exactement qui tu es. All Blood and Guts
le meilleur commandant de combat que cette armée ait jamais produit. Pour une fois dans sa vie, George Smith Patton, l'homme qui cultivait une image de confiance invincible, qui menait ses soldats avec une fureur profane, qui ne montrait jamais de faiblesse ni de doute, s'est arrêté. Sa voix, lorsqu'il a parlé, était calme, presque douce. Ike dit à ses parachutistes qu'ils se sont battus comme des lions. Dis-leur qu'All Blood and Guts est fier de servir à leur côté. Dis-leur qu'ils ont tenu quand tenir était impossible. Ils se sont battus quand la reddition aurait été compréhensible. Ils prouvent que les soldats américains sont les plus coriaces salauds sur Terre. Il s'est arrêté, et dis-leur que nous ne faisons que commencer. Dis-leur que la 3e armée ne s'arrêtera pas avant d'avoir tué chaque soldat allemand qui a eu la stupidité d'attaquer les États-Unis. Cette nuit-là, tard le 26 décembre 1944, le général George Smith Patton a personnellement visité les lignes de front à Bastogne. Il n'était pas obligé. Les généraux commandants ne sont pas censés se mettre en danger au bord avant de la bataille. Mais All Blood and Guts n'a jamais commandé derrière un bureau quand il pouvait commander depuis le front. Il a marché parmi les parachutistes épuisés de la 101e division aéroportée. Ces hommes qui avaient tenu contre des chances impossibles, qui avaient enduré une semaine d'enfer, qui avaient vu leurs amis mourir dans la neige, qui avaient manqué de tous les approvisionnements sauf de courage, qui avaient dit à l'armée allemande d'aller au diable, et le pensaient vraiment. Ils le fixaient du regard alors qu'il passait devant leur position. La légende. Le général qui avait remué ciel et terre pour les atteindre. Old Blood and Guts lui-même. Venu voir les hommes qu'il avait sauvés. Un jeune soldat, le visage noirci par les brûlures de poudre, la main droite enveloppée de bandages ensanglantés à cause des engelures, l'uniforme déchiré et sale, a attrapé la manche de Patton alors qu'il passait. L'escorte du soldat a voulu l'arrêter. On n'attrape pas un général 3 étoiles, mais Patton les a repoussés. « Mon général », a dit le soldat. Sa voix était rauque d'avoir crié des ordres par-dessus le feu d'artillerie pendant 7 jours d'affilée. « Mon général, nous savions que vous viendriez. Nous nous le disions même quand les Allemands ont exigé la reddition. Nous disions « Old Blood and Guts ne nous laissera pas ici. Il viendra. Nous devons juste tenir jusqu'à ce qu'il arrive. Nous n'avons jamais douté de vous, mon général. » George Smith Patton a regardé ce gamin. 19 ans peut-être. Purple Heart pour blessure reçue. Silver Star pour bravoure au combat. Insigne d'infanterie de combat. Aile de parachutiste. Son visage vieilli d'une décennie par une semaine de combat. « Fiston », a dit Patton doucement. « Tu n'as pas tenu. Tu as gagné. Toi et ces magnifiques parachutistes avez arrêté net l'armée allemande. Vous leur avez refusé les routes dont ils avaient besoin. Vous avez perturbé tout leur calendrier offensif. Vous vous êtes battus avec un courage et une détermination que je n'ai jamais vu égaler en 30 ans de service militaire. Tout ce que j'ai fait, c'est vous apporter des munitions pour que vous puissiez tuer plus d'Allemands. » Le soldat a souri à travers des lèvres gercées et ensanglantées. « Mon général, on vous appelle Old Blood and Guts pour une raison. Nos tripes, votre sang. Nous combattons, vous dirigez. Ensemble, nous sommes imbattables. Ensemble, nous gagnerons cette guerre. » George Smith Patton n'a jamais oublié ces mots. Des années plus tard, dans son journal, il écrirait que ce moment, debout dans la neige parmi les parachutistes de Bastogne, entendant un soldat blessé exprimer une confiance absolue en leur capacité combinée à remporter la victoire, était le moment le plus fier de sa carrière militaire. La libération de Bastogne le 26 décembre 1944 a tout changé dans la bataille des Ardennes, et peut-être dans tout le cours de la guerre en Europe. L'offensive allemande, le dernier pari désespéré d'Hitler pour diviser les armées alliées et forcer une paix négociée, s'est complètement effondré. Le saillant qui avait menacé de couper les forces alliées en deux est devenu un piège mortel pour les forces allemandes. La 3e armée de George Smith Patton ne s'est pas arrêtée à Bastogne. Elle a continué à avancer vers le nord et l'est, écrasant les unités allemandes contre d'autres forces alliées avançant depuis la direction opposée. Les combats se sont poursuivis jusqu'en janvier 1945. Des combats vicieux, brutaux dans des conditions glaciales. Mais l'élan avait changé de façon permanente. Les Allemands n'attaquaient plus. Ils battaient en retraite, essayant d'échapper aux pièges qu'ils avaient créés pour eux-mêmes. Le 28 janvier 1945, la bataille des Ardennes était officiellement terminée. L'armée allemande avait subi des pertes catastrophiques. 100 000 victimes, morts, blessés, capturés, 800 chars détruits ou abandonnés, 1000 avions perdus, réserves de carburant épuisées, stocks de munitions épuisés. Plus important encore, la réserve stratégique de l'Allemagne, les unités qu'Hitler avait rassemblées pour cette offensive, étaient détruites. Les divisions vétérans, les soldats expérimentés, l'équipement qui aurait pu défendre l'Allemagne elle-même, tout disparu.
gaspillés dans la neige des Ardennes, et le monde savait exactement qui avait renversé la vapeur. Le Premier ministre britannique Winston Leonard Spencer Churchill, un homme qui n'était pas connu pour louer facilement les généraux américains, a déclaré publiquement devant la Chambre des communes. Le mouvement rapide de la 3e armée du général Patton pour libérer Bastogne a été l'une des opérations les plus brillantes de la guerre. Seul un commandant d'une capacité exceptionnelle, d'un esprit agressif et d'un génie tactique aurait pu accomplir cela. L'armée des États-Unis peut être fière de George Smith Patton. Même Joseph Staline, dictateur de l'Union soviétique et méfiant envers les capacités des alliés occidentaux, a envoyé un message au président Franklin Delano Roosevelt. La contre-offensive à Bastogne démontre la qualité combattante des troupes américaines et l'habileté de leur commandant. Veuillez transmettre les félicitations soviétiques au général Patton. Les commandants allemands interrogés après la guerre, lorsque les documents ont été déclassifiés et que les secrets pouvaient enfin être révélés, ont admis leur respect et leur peur d'All Blood and Guts spécifiquement. Le général des troupes blindées Hasso von Manteuffel, qui commandait la 5e armée blindée pendant la bataille des Ardennes, a déclaré dans ses mémoires « Nous craignions Patton plus que tout autre commandant allié. Montgomery était méthodique, prévisible. Bradley était compétent mais prudent. Eisenhower était un administrateur, mais Patton était dangereux. Il pensait comme nous, agressif, rapide, acceptant le risque pour obtenir des résultats décisifs. Quand nous avons appris qu'il avait fait pivoter toute son armée de 90 degrés en 72 heures pour nous attaquer, nous savions que notre offensive avait échoué. Personne d'autre n'aurait pu le faire. Patton était unique. Même le maréchal Erwin Johannes Eugen Rommel, le légendaire renard du désert, qui avait combattu Patton en Afrique du Nord avant d'être forcé de se suicider par Hitler en octobre 1944, avait écrit dans son journal personnel après leurs affrontements en Tunisie. Donnez-moi la 3e armée de George Patton et je passerai les portes de l'enfer. Cet homme est un guerrier au sens le plus ancien. Il comprend que la guerre concerne la volonté et l'agression, pas seulement les calculs et la logistique. Mais peut-être la réponse la plus significative est venue du général Dwight David Eisenhower lui-même. Dans son rapport officiel après action au chef d'état-major combiné, Eisenhower a écrit « La libération de Bastogne se présente comme une des manœuvres militaires les plus remarquables de l'histoire américaine. Que le général Patton ait pu désengager 6 divisions d'opérations de combat actives, pivoter de 90 degrés vers le nord, réorganiser sa structure de commandement, coordonner les lignes d'approvisionnement à travers un territoire inconnu et attaquer avec succès dans les pires conditions hivernales vues en 50 ans, tout cela en 72 heures. Démontre le plus haut niveau de compétences militaires professionnelles, de leadership agressif et de courage personnel. L'armée des États-Unis n'a jamais eu de commandant de combat plus audacieux, plus efficace, plus réussi. En privé à son chef d'état-major, Walter Bedell Smith, Eisenhower a dit quelque chose de plus révélateur. « Quand j'avais besoin d'un miracle, j'ai appelé George. Quand chaque expert disait que quelque chose était impossible, j'ai demandé à Patton s'il pouvait le faire, et il a livré. » Ces 4 mots au téléphone après que Bastogne ait été libéré. Je mise ma carrière. C'est qui est George Smith Patton dans son essence. Engagement total, confiance absolue, courage inébranlable. C'est All Blood and Guts. C'est l'homme qui a sauvé 10 000 vies et qui a peut-être sauvé toute la campagne européenne. Les parachutistes de la 101e division aéroportée n'ont jamais oublié. Ils avaient tenu Bastogne pendant 7 jours d'enfer. Ils avaient repoussé les attaques allemandes de toutes les directions. Ils avaient enduré le froid et la faim et les blessures sans soins médicaux adéquats. Mais ils savaient, tout le monde savait que sans la marche impossible de George Smith Patton à travers les conditions hivernales, ils seraient morts là-bas. Encerclés, en infériorité numérique, à court de munitions, ils auraient dû choisir entre la reddition et se battre jusqu'au dernier homme. All Blood and Guts leur avait donné une 3e option, la victoire. Des années plus tard, les vétérans de la 101e raconteraient à leurs petits-enfants la semaine où ils ont tenu Bastogne, le froid et la peur et le courage. Et ils finiraient toujours l'histoire de la même façon. Et puis Patton est arrivé. All Blood and Guts lui-même avec la 3e armée. Et nous savions que nous avions gagné. L'impact stratégique de Bastogne s'est répercuté à travers l'Europe comme un tremblement de terre. Les forces des États-Unis et alliés, leur confiance gravement ébranlée par l'attaque surprise allemande initiale, se sont ralliés. Le mythe de l'invincibilité allemande, déjà en train de s'effondrer mais pas encore détruit, est mort complètement dans la neige des Ardennes. L'élan de la guerre a changé de façon permanente. À partir du 26 décembre 1944, les Alliés ont avancé régulièrement, pas toujours en douceur, pas sans revers et pertes, mais toujours vers l'Est, toujours vers l'Allemagne, toujours vers Berlin et la victoire finale.
et les menant. Ses pistolets à crosse nacrée brillant au soleil d'hiver, sa voix profane rugissant à travers les réseaux radio, son esprit agressif infectant chaque soldat sous son commandement, était le général George Smith Patton, Old Blood and Guts, l'homme qui avait fait l'impossible à Bastogne et était déterminé à le refaire encore et encore jusqu'à ce que l'Allemagne nazie cesse d'exister. Pourquoi l'histoire de Bastogne importe-t-elle 80 ans plus tard? Pourquoi les historiens militaires étudient-ils encore cette opération avec un mélange de crainte et de fascination professionnelle? Pourquoi les vétérans prononcent-ils encore le nom de George Smith Patton avec révérence? Parce que Bastogne révèle tout ce qui a fait d'Old Blood and Guts le plus grand commandant de combat de l'histoire des États-Unis. 4 mots. Je mise ma carrière. Pas « je vais essayer », pas « c'est peut-être possible », pas « si les conditions sont favorables » ou avec assez de temps ou avec des ressources adéquates. Old Blood and Guts a regardé une situation impossible. Une armée de 4 millions d'hommes devait pivoter de 90 degrés en 72 heures à travers des conditions hivernales pour sauver 10 000 parachutistes encerclés et a dit « Je ferai cela ou je mourrai en essayant ». C'est du leadership, c'est du courage, c'est l'esprit agressif qui a gagné la Seconde Guerre mondiale. Considérez ce que Patton a réellement accompli. En 72 heures, il a désengagé 6 divisions du combat actif, réorganisé leur structure de commandement, changé leur axe d'avance de 90 degrés, les a déplacés de 145 km à travers des conditions hivernales, coordonné 3 attaques simultanées contre des positions défensives allemandes préparées, percé la résistance ennemie et atteint Bastogne exactement quand il l'avait promis. La théorie militaire moderne dit que cette opération nécessitait 2 semaines minimum, de préférence 3 ou 4 semaines. Le faire en 72 heures violait tous les principes de la guerre prudente et méthodique. George Smith Patton ne se souciait pas de prudent ou méthodique. Il se souciait de gagner. Il se souciait de sauver ses parachutistes. Il se souciait de détruire l'armée allemande avant qu'elle ne puisse consolider ses gains. Et il a réussi. L'opération est encore enseignée à l'Académie militaire des États-Unis, à West Point. Elle est étudiée au Collège de commandement et d'état-major général à Fort Leavenworth. Elle est analysée par les planificateurs militaires de l'OTAN et par les groupes de réflexion sur la défense dans le monde entier. Elle est enseignée comme l'étalon or pour la guerre de manœuvre rapide. Tout ce que la doctrine militaire moderne dit sur l'action agressive, le leadership audacieux et l'engagement décisif remontent à ce que George Smith Patton a fait en décembre 1944. Les généraux modernes analysent la logistique. Comment Old Blood and Guts a-t-il déplacé 250 000 d'hommes de 90 degrés? Comment a-t-il coordonné les approvisionnements en carburant pour des milliers de véhicules? Comment a-t-il réorganisé le soutien d'artillerie et la coordination aérienne et l'évacuation médicale en 72 heures? La réponse revient invariablement au leadership. Leadership personnel, agressif, intransigeant. Patton était sur les routes lui-même, résolvant les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentaient, prenant des décisions instantanées, poussant ses commandants au-delà de ce qu'ils pensaient possible, refusant d'accepter des excuses ou des retards. Les analystes militaires étudient les opérations de combat. Comment la 3e armée a-t-elle attaqué à travers les Ardennes en hiver? Comment ont-ils surmonté les positions défensives allemandes qui auraient dû les arrêter net? Comment ont-ils maintenu l'élan malgré les pertes et les pannes mécaniques et le temps glacial? La réponse, des tactiques agressives et une pression implacable. Old Blood and Guts a appris à ses divisions à ne jamais cesser d'attaquer. Quand ils rencontraient de la résistance, ils ne reculaient pas et ne se réorganisaient pas. Ils attaquaient plus fort. Quand ils subissaient des pertes, ils ne s'arrêtaient pas pour se regrouper. Ils avançaient. Patton comprenait quelque chose que beaucoup de généraux oubliaient. L'élan est tout au combat. Perdre l'élan, et vous perdez la bataille. Maintenir l'élan, et vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle. 10 000 parachutistes devaient leur vie à 4 mots et 72 heures de violence organisée. Les États-Unis d'Amérique et ses alliés devaient leur victoire dans la bataille des Ardennes et peut-être leur victoire dans toute la guerre au refus d'un homme d'accepter qu'une mission soit impossible. Cet appel téléphonique à Eisenhower, ces larmes sur le visage du commandant suprême, ce n'était pas seulement un soulagement émotionnel, c'était de la reconnaissance. La reconnaissance que George Smith Patton, Old Blood and Guts, venait d'accomplir un miracle militaire. Que 4 mots, prononcés avec une confiance absolue, avaient changé le cours de l'histoire. Considérez le contrefactuel. Et si Patton n'avait pas été là? Et si Eisenhower avait été forcé de compter sur des commandants plus prudents, qui auraient demandé 2 semaines pour préparer correctement la contre-offensive?
Bastogne serait tombé. 10 000 des meilleurs soldats américains auraient été tués ou capturés. L'offensive allemande aurait continué, atteignant peut-être la rivière Meuse. La position alliée en Europe aurait été compromise. La guerre aurait pu se prolonger pendant des mois ou des années de plus. Combien de soldats de plus seraient morts? Combien de civils de plus auraient souffert? Combien de destructions de plus auraient été infligées à l'Europe? Nous ne le saurons jamais, parce que George Smith Patton existait. Parce que Old Blood and Guts était là quand on avait le plus besoin de lui. Parce qu'un général a eu le courage de miser sa carrière sur une promesse impossible et la compétence pour faire de cette promesse une réalité. Et la légende perdure. Pas seulement dans les livres d'histoire et les manuels militaires, mais dans l'esprit d'action agressive et d'engagement inébranlable que Patton incarnait. Quand les commandants militaires modernes font face à des situations impossibles, ils demandent encore « que ferait Patton ?» Quand les soldats ont besoin d'inspiration pour dépasser leurs limites, ils se souviennent d'Old Blood and Guts conduisant sa 3e armée à travers l'enfer hivernal pour sauver des parachutistes encerclés. Quand les leaders dans n'importe quel domaine ont besoin d'exemples d'actions décisives sous pression, ils étudient George Smith Patton. L'homme est parti, tué dans un accident de circulation bizarre en décembre 1945, quelques mois seulement après ses plus grands triomphes. Mais la légende perdure, l'esprit perdure, la leçon perdure. Cette leçon est simple. Quand tout le monde dit que quelque chose est impossible, quand les experts calculent que le succès est improbable, quand la sagesse conventionnelle dit d'attendre et de préparer et de planifier, c'est exactement à ce moment-là que vous avez besoin d'un leader qui regarde la situation et dit « Je mise ma carrière. Regardez-moi faire l'impossible. » C'était George Smith Patton. C'était Old Blood and Guts. C'était l'homme qui a sauvé Bastogne, qui a renversé la vapeur de la bataille des Ardennes, qui incarnait tout ce qui est grand dans l'esprit militaire américain. Et c'est pourquoi, 80 ans plus tard, nous racontons encore son histoire, étudions encore ses opérations, prononçons encore son nom avec respect et admiration. Parce que les légendes ne meurent jamais, elles inspirent de nouvelles générations. Elles nous rappellent ce que les êtres humains peuvent accomplir quand ils refusent d'accepter les limitations. Elles nous montrent qu'impossible n'est qu'un mot, pas un fait. Le général George Smith Patton l'a prouvé à Bastogne. 4 mots, 72 heures, 10 000 vies sauvées. Un miracle militaire. Et c'est pourquoi il l'appelait Old Blood and Guts. Si cette histoire du plus grand triomphe d'Old Blood and Guts vous a ému, abonnez-vous. Nous vous apportons plus de moments inédits du général George Smith Patton, le plus grand commandant de combat de l'histoire. Laissez un commentaire sur ce qui rend Patton légendaire et partagez ceci avec quiconque a besoin d'entendre parler du véritable génie militaire. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, quand tout le monde voyait l'impossible, Old Blood and Guts voyait une opportunité. C'est du leadership, c'est du courage, c'est l'esprit qui a changé l'histoire.